Merde. On est vendredi 2 janvier 2026, incroyable, on rentre bientôt. Et écoutez, on est à la montagne et on n'est pas tout seul. On n'a pas fêté, Nouvel An tout seul. Je suis avec une vieille connaissance, regardez ça. Mon bon Jérém, tu nous dis où est-ce qu'on est là? On va à Goudaouri, la plus grande station de ski de Géorgie, dans la chaîne du Grand Caucase, et il a beaucoup neigé. Il y a beaucoup de neige, c'est magnifique. On se dirige là-bas pour aller skier. Je vais skier pour la première fois. Je croise les doigts pour pas se blesser. Il fait vraiment pas chaud. Ils annoncent du moins 15 une fois qu'on sera arrivé. Là il fait plus ou moins 8 apparemment. Et on est bloqué dans des bouchons interminables depuis des heures. Parce qu'en fait il y a eu énormément de neige la nuit dernière et il y a eu une avalanche. Et donc les routes sont totalement bloquées. On dort au chaud bien évidemment. On s'est trouvé une auberge, c'est pas donné. Je crois que l'auberge on paye 40 € la nuit, mais on a le repas du soir ainsi que le déjeuner le matin. On arrive les amis. Purée, il est 18 h passé. On aura passé toute la journée dans les transports. Et là je crois que notre hôtel c'est le rouge là-bas, là. La toiture rouge. Donc on va pas skier aujourd'hui, mais de demain matin ça devrait le faire. Dans l'auberge dans laquelle on est, on peut louer du matos pour le ski, mais ils avaient rien à ma taille. Je mets du 45 et maximum ils avaient du 43. Mais ça va, on a trouvé une petite boutique. Je sais pas quelle heure il doit être 20 h. Et j'ai tout mon équipement, donc casque, masque, les après-ski, les skis, plus les bâtons. J'ai payé 70 lari, donc ça fait 70 lari, ça équivaut à ça en euros. Et ensuite demain on aura les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques c'est 70 aussi. Donc une journée de ski coûte 140 lari en tout ici. Bonjour, nous sommes le samedi quelque chose janvier. Le 3 janvier, c'est les vacances, je sais plus quel jour on est. Nous sommes au ski avec Jordan. Et je suis pas encore mort les amis. On aurait pu croire au début mais finalement ça va. Et regardez ce cadre de fou furieux. Ah, non, voilà. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc là, programme de la journée, c'est que du plaisir. C'est horrible de dire ça. Programme plaisir. Et là, je crois qu'on va aller casser la croûte parce qu'il commence à faire faim. Allez, à tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est Jordan devant. Et je filme avec l'espoir d'avoir une belle gamelle en direct. Mais n'empêche, je dois avouer quand même que pour quelqu'un qui n'a jamais skié, il s'en sort vraiment super bien. Je suis vraiment impressionné. Bon, faut dire qu'il a eu un bon prof en ma personne. Mais wow! Regardez-moi ce cadre, regardez-moi ce soleil. C'est pas beau. Ouais, c'est quoi ce décor? Ouais, je suis bien d'accord. Incroyable. Pris dans le ventre plus tard. Nous revoici sur les pistes avec Jordan. Et je vous laisse apprécier le paysage. On a encore monté par rapport à tout à l'heure. On a vu sur tout le Grand Caucase. Maintenant, pour les choses sérieuses, on a décidé d'emmener Jordan sur une piste rouge. Je suis pas sûr que ses chances de survie soient évaluées très en hausse, mais on va tout faire pour l'amener en bas. La suite au prochain épisode. Non mais franchement, il s'en sort comme un chef. Je suis vraiment impressionné. Pas mal. Oui. Ouh. Oh superbe. Ça va? Vécu à 2 rouges même, devant vos yeux ébahis. Et on est de retour dans des décors toujours plus merveilleux.
C'est beau hein, quand même. C'est déjà la fin. Hier c'était incroyable. Mais je pense que j'aurais pas l'énergie aujourd'hui de refaire une session comme hier. Je suis cassé de partout. Je sais pas combien de fois je suis tombé. Mais c'était exceptionnel. On a passé une journée de folie. Nous sommes le 6 janvier et on est parti de Tbilissi. J'ai passé un peu moins d'une semaine avec mon bon Jérém. C'était tellement cool de le revoir. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu. Ça passe si vite. Et donc j'ai rencontré sa copine parce que Jérém a trouvé l'amour en Géorgie et c'est aussi pour ça et c'est aussi la raison pour laquelle il vit ici depuis 2 ans. J'ai été super bien accueilli, on a fêté le jour de l'an ensemble. Donc je peux que les remercier. J'ai fait aussi ma première session de ski de ma vie avec Jérém. C'était à mourir de rire, c'était vraiment exceptionnel. Donc bien évidemment, j'ai pas filmé parce que j'avais juste envie de vivre le moment présent comme on dit. Et j'ai bien fait, c'est pas grave, les souvenirs resteront gravés ici. Donc Natia, Jérém, si vous regardez cette vidéo, et je sais que vous allez la regarder, merci beaucoup Madloba, et j'espère vous revoir très très vite, je vous fais plein de bisous. Je suis arrivé hier soir dans la commune de Tsarltubo, une commune assez spéciale, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais manger un bout, et ensuite je vous fais découvrir tout ça. Cette ville est vraiment particulière, car c'est un peu une ville fantôme, et on va essayer d'aller visiter justement des bâtiments gigantesques, des bâtiments luxueux, totalement abandonnés, quasiment abandonnés. Ce que vous voyez, ce n'est pas une ville fantôme ordinaire, ce ne sont pas non plus des usines ou des blocs d'habitation, ce sont des palais. À l'époque de l'Union soviétique, Tsarltubo était comme la Mecque du thermalisme. Nous sommes dans un sanatorium. À l'époque, un sanatorium n'était pas un hôpital, c'était un centre de régénération. Si vous étiez un ouvrier exemplaire, un mineur de fond, un ingénieur méritant, l'État vous offrait 3 semaines ici. C'était l'usine à santé du bloc de l'Est. Il y a pas mal de bâtiments qui sont habités. On a pu voir que sur certaines portes, il y avait des cadenas. Et même de l'électricité dans celui-ci. C'est plus ou moins 10 000 personnes que l'État géorgien a temporairement relogées dans ces sanatoriums. Et malheureusement, ce temporaire perdure étant donné que ça fait maintenant 30 ans qu'ils sont ici. Des bâtiments comme ça, il y en a vraiment partout dans la ville. On pourrait passer des jours, voire des semaines à tous les explorer. On va en sélectionner seulement quelques-uns. Apparemment, il y a des gardes bien souvent devant ces bâtiments. Donc on va voir lesquels on va pouvoir visiter. Donc là, on est devant vraiment un gigantesque bâtiment. Il y a un garde et il m'invite justement à rentrer pour visiter. Donc c'est assez cool. On pourrait croire que les gens qui se sont réfugiés dans ces bâtiments totalement de marbre étaient au paradis, mais détrompez-vous, parce que dans ces bâtiments qui n'accueillaient plus de visiteurs, et bien finalement il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, et donc la plupart des gens vivaient vraiment dans la misère dans ces bâtiments de luxe. C'est vraiment un paradoxe. Dans les images juste avant, on a pu voir qu'à certains moments le parquet était arraché au sol, seulement pour une seule bonne raison, c'était pour se chauffer pendant les hivers assez rudes. London, Paris. Est biblioteca? Biblioteca, ok. Foio, mramor, концерт-зал, кино-cinema, administrația, doctor, medicina, buhalterie, duș, toalet, sport, spa. Okay. Photo. Thank you. Ah, c'est incroyable. Waouh. Bon, j'ai payé, il y a une contribution, j'ai payé 10 lari. 10 lari, ça fait un peu plus de 3 €. Waouh. Donc là, on se trouve dans le théâtre. Et comme je le disais juste avant,
dans certaines pièces, il n'y a plus du tout de parquet. Et les personnes brûlaient le parquet tout simplement pour se chauffer. Le cœur du système, c'est l'eau, une eau radioactive chargée en radon qui sort de la Terre à 33 degrés. Staline lui-même en était fan. Il avait son propre bain privé qu'on peut encore voir aujourd'hui. Dans les années 50, la ville tournait à plein régime. 22 palais comme celui-ci accueillaient plus ou moins 125 000 personnes par an. Des trains directs partaient de Moscou et arrivaient ici, chargés de travailleurs fatigués qui repartaient réparés. Là, dans ce petit appart, il y a des gens qui vivaient ici jusqu'en 2019. Mais il y a encore énormément de portes fermées. C'est les habitations, les petits appartes des gens. C'est fou vraiment. Le nombre de personnes qui vivent encore dans ces mastodontes délabrés qui tombent en miettes. Puis, en 1991, le silence. L'URSS implose. Du jour au lendemain, les subventions s'arrêtent. Les sanatoriums deviennent des coquilles vides, trop grandes, trop chères. Mais le coup de grâce arrive un an plus tard, en 92. La guerre éclate en Abkhazie, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Des milliers de familles fuient le massacre. Dans le chaos, le gouvernement géorgien n'a qu'une solution. Ouvrir les portes de ces palais en béton. Environ 10 000 réfugiés s'installent dans les chambres de luxe. Ce qui devait durer quelques semaines va durer 30 ans. Celui-ci par exemple a été racheté et est actuellement en rénovation dans l'optique de faire un hôtel de luxe. Malheureusement, tous les sanatoriums n'ont pas cette chance, étant donné que pour rénover un bâtiment aussi grand que ça, il faut des financements gigantesques. Et la plupart du temps, ça coûte beaucoup moins cher de construire un bâtiment tout neuf avec des technologies récentes plutôt que de rénover de vieux bâtiments comme ça. Le soleil est en train de se coucher, mais je voulais vraiment filmer celui-ci, un dernier, parce que c'est vraiment impossible de tout faire en une journée. Il y en a tellement. Je voulais faire celui-ci parce qu'il y a des tags, il y a des dessins un peu partout. Et une fois de plus, il est vraiment gigantesque. Allez, l'objectif, atteindre le sommet là où il y a l'écriteau. Oh. L'objectif, c'est de monter sur le toit, mais à certains moments comme ça, il n'y a plus d'escalier. Trouver une solution là. Ok, je suis sur le toit. Ah oui.
Et bah devinez quoi, j'avais terminé de faire les plans au drone. J'ai pris une photo ou deux avec le drone. Et au moment de récupérer le drone, avec un petit peu de vent, ça a tapé un morceau de métal et le drone s'est fracassé. Il est tombé en bas. Et je sais pas dans quel état il est. Et je sais pas non plus à quel étage il est. J'espère qu'il va pas être trop pété. Ah, fait chier. Où est-ce qu'il est? Ah, il est en dessous. Il est là. Ah, il est dans la flotte. Bordel de merde. Il est où? Oh putain, il est carrément dans la flotte. Oh merde. Alors là, s'il est pas mort, moi je comprends plus rien. Bon bah voilà, on termine notre aventure du jour comme ça. Bordel, je me suis tapé l'écriteau. En haut, il y a pas mal de vent. Il y a une bourrasque de vent, il a tapé... Putain. Il a tapé le truc en métal. Et il est venu... À la limite, s'il était tombé en dehors de l'eau. Enfin bref. Avec des scies, on refait un monde. Fait chier. On est mercredi 7 janvier. Et aujourd'hui, en Géorgie, c'est Noël. Donc on va essayer de faire du stop. J'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'il y a du monde sur la route. L'objectif aujourd'hui serait, sachant que c'est Noël, d'arriver au minimum à Batumi. Batumi qui est la dernière grande ville avant d'arriver en Turquie. Ça serait bien d'arriver en Turquie, mais je me contenterai de Batumi aujourd'hui. Je suis à Batumi, donc la dernière grosse ville avant la frontière turque. Il est 16 h, j'ai décidé de m'arrêter et de pas continuer tout simplement parce qu'en Turquie les prix pour les logements vont être beaucoup plus chers qu'ici. Là je me suis trouvé un petit appartement, franchement ça paye pas de mine mais c'est cool. Il y a un grand lit, salle de bain, il y a des serviettes. Ça c'est un truc qu'on dit jamais quand on loue, quand on est dans une auberge de jeunesse ou autre, bien souvent il n'y a pas de serviette. La serviette faut la louer, donc quand on a des serviettes dans un logement c'est vraiment cool. Moi j'en ai une mais c'est une toute petite serviette et quand je peux pas la sécher, faut dire ce qu'il est, ça reste dans le sac, ça sent mauvais et on peut plus l'utiliser. Et dernière petite chose, la plus importante, une machine à laver. Petite mise à jour avant de reprendre le voyage en tente dès demain. Nous sommes le 8 janvier et aujourd'hui logiquement on arrive en Turquie. On est à 3/4 d'heure de voiture maximum de la frontière, et pour quitter la ville dans laquelle je suis, Batumi, le plus simple c'est de prendre un bus. Ça coûte vraiment rien, c'est peut-être 50 centimes le bus, parce que c'est trop compliqué de faire du stop dans les centres-villes, dans les grosses villes. Donc on va pas se gêner, on va payer 50 centimes, on va sortir de Batumi et se diriger vers la frontière. On est à la frontière les amis, ça m'a coûté 2 lari, donc 65 centimes pour m'emmener jusqu'ici. Et ça m'a évité pas mal de galères. Ça me fait vraiment trop bizarre. La dernière fois que j'étais en Turquie, c'était il y a quasi 3 ans. Bienvenue en Turquie les amis. Ah, je suis trop content. Bon, alors on va passer donc sur tout le nord de la Turquie. On va longer la mer Noire. Et de là où je suis jusqu'à Istanbul, il y a 16 heures de route en continu sans s'arrêter. Donc je sais pas en combien de jours je vais atteindre Istanbul, on verra bien. Ça fait 1 heure et toujours rien. Donc on fait une petite affiche, une petite pancarte, espérant que ça aide. Après 1h30 d'autostop, il y a un camionneur qui m'a pris et il m'emmène à Trabzon, donc c'est environ 3 heures de route, c'est top, c'est vraiment bien. Après 3 heures de route, on est à Trabzon et là on va aller à Gorel. Gorel c'est 1 heure d'ici. Il est quelle heure il est? Il est 4h moins 20, ça serait cool de refaire encore 1 heure. Je sais très bien que cette nuit je vais dormir en tente, mais il fait pas si froid. Donc on prend une petite orange. Jérém, merci pour l'orange, c'est toi qui me l'as donné avant de partir. On prend des forces et on essaie de sortir de la ville parce que c'est trop compliqué en fait dans les villes. Je le répète, hein, je sais bien, mais regardez ça.
Yo. On se réveille tranquillement. Il fait un peu frisqué, je vous avoue, il fait 6 degrés. On est loin des moins 10, moins 15 de Mongolie, mais on était plus habitué là. Donc hop là, le petit campement. On est sur une aire d'autoroute. Alors les amis, hier c'était vraiment exceptionnel parce que quand on a traversé la frontière entre la Géorgie et la Turquie, on a marché 1h30 je pense. Après, un type nous a pris en stop pendant 3 heures jusqu'à Trabzon. Et il commençait à faire nuit et il commençait à pleuvoir. Je pensais vraiment pas être pris. Et il y a un type, 48 ans, super cool, qui m'a pris en autostop. J'avais fait un petit panneau. Gorélé, c'était à 1 heure en fait de là où j'étais. Étant donné qu'il était que 16 heures, je voulais pas m'arrêter. Et le type me prend, il me demande où je vais. Il me dit qu'il va à Samsun. Et donc Samsun, c'était 4h30 de route. Et donc oui, j'ai fait 4h30 de route avec lui. Le type était vraiment super sympa, il parlait un petit peu anglais, donc ça faisait plaisir. On a pu discuter pendant tout ce temps. Il m'a fait écouter plein de musique turque. Et il m'a invité au restaurant. Et ensuite, il a fait même un peu plus que ça. On a dû faire 5 heures de route. Et il m'a amené ici, il m'a dit que c'était un bon spot pour dormir. Que j'allais pas être embêté. J'ai pas été embêté, ça c'était cool. Et que c'était un bon spot pour faire du stop demain matin. Mais ça, j'en suis pas trop sûr parce qu'on est sur une aire d'autoroute. Comment voulez-vous que je fasse du stop ici? Ouh, bon, il caille. Première chose à faire, ranger le campement sans se geler les doigts. Et les doigts de pied. Et ensuite essayer de partir d'ici. J'ai fait du stop sur le bord de l'autoroute pendant même pas 10 minutes. Et il y a Oktay qui m'a pris directement pendant 1 heure. Ensuite, il m'a invité à manger. Et il voulait absolument me payer mon billet de bus pour aller jusqu'à Istanbul. Le billet coûte 18 € les amis. Et au bout d'un moment, il m'a dit « Tu peux pas me dire non, je veux te l'offrir, tu peux pas me dire non, t'arriveras jamais à Istanbul ce soir. » Le schéma se répète, c'est comme quand j'étais avec Jérém et qu'on voyageait en Turquie. Ils étaient beaucoup trop gentils. Hier, le type me prend pendant 4h30, me paye le resto, il m'emmène à un endroit stratégique. Mais l'endroit stratégique, il a super bien marché. Parce que la preuve, je retombe sur quelqu'un de bien qui m'invite à manger et qui me paye mon billet de bus. Donc ce soir, je suis à Istanbul et je suis trop content parce que comme ça, je vais pouvoir passer quelques jours à Istanbul avant de passer en Europe. Mon bus est dans 1h30 et en attendant, on était sur les hauteurs de la ville pour avoir un petit point de vue. Et je le soupçonne d'avoir acheté 2 bières. On est enfin arrivé à Istanbul. Et non sans mal parce que le bus hier il a mis 13 ou 14 heures. Ensuite il m'a déposé vraiment dans un endroit très loin du centre-ville d'Istanbul. Donc heureusement à 2h, 2h30 du mat j'ai réussi à faire d'autostop. Un policier qui m'a amené jusqu'à l'auberge. J'ai vraiment eu de la chance, donc je suis arrivé à 3h passé à l'auberge. On est samedi, aujourd'hui c'est mon anniversaire, on termine la semaine comme ça. C'est assez cool. Derrière moi, petit restaurant de Tchékofté. Donc c'est des petites galettes végétariennes. C'est fait à base de boulgour, de tomates, de poivrons fermentés, etc. C'est super bon. Et c'est ce qu'il y a encore de moins cher en fin de compte en street food. Parce que les prix ont vraiment augmenté. Quand 1 € valait 20 il y a 2 ans et demi, aujourd'hui 1 € ça vaut plus de 50. C'est-à-dire que les prix ont plus que doublé. Donc je pense qu'il est encore possible de trouver des bonnes affaires, des petits trucs pas chers à manger. Mais il faut vraiment s'éloigner des quartiers touristiques. La semaine prochaine on arrive en Europe. Dernière ligne droite avant de rentrer en France. Je suis à moitié excité, à moitié en train de déprimer de devoir rentrer en France. Mais bon, on rejoint bientôt la famille et les amis, ça va être cool.